Parfait. Donc, on va commencer par là, avec ce slide, pour rappeler très rapidement, en fait, la classification des protocoles de routage. Donc, nous avons étudié les protocoles de routage statique, enfin, le routage statique. Nous avons vu comment cela se fait, les différents types de routes statiques, etc. Maintenant, nous allons nous intéresser au protocole de routage dynamique. Alors, Monsieur, il avant n'y a pas de slide. de... Oui, vous voyez. Alors, nous avons dit que les protocoles de routage dynamique peuvent être classés en deux grandes classes. Donc, nous avons d'un côté les protocoles IGP qui veut dire Interior Gateway Protocol, et nous avons de l'autre côté les protocoles EGP qui veut dire Exterior Gateway Protocol. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? Pour les protocoles IGP, ce sont en fait des protocoles qui fonctionnent au sein d'un même système autonome. Donc, on va voir par la suite c'est quoi un système autonome, on va le définir. Et les protocoles EGP fonctionnent entre systèmes autonomes, c'est-à-dire inter-systèmes autonomes. Donc le premier c'est intra, intra veut dire à l'intérieur, local. Et le deuxième type des protocoles de routage, c'est intersystème autonome. Alors on va citer très rapidement, donc, pour les protocoles IGP, nous avons deux classes. Nous avons les protocoles de routage à vecteur de distance. On va définir ça par la suite. Donc parmi les protocoles de routage à vecteur de distance, nous allons étudier le RIP avec ses deux versions, RIP V1 et V2. Il y a aussi par exemple le protocole de routage tel que IGRP de Cisco et la version améliorée qui est EIGRP qui veut dire Enhanced. Enhanced veut dire amélioré, Enhanced Interior Gateway Protocol. Et ces protocoles-là fonctionnent avec le IPv4. Et il y a aussi des protocoles avancés tels que RIP, New Generation, et EIGRP pour IPv6 qui fonctionnent avec le IPv6. De l'autre côté, nous allons voir aussi les protocoles de routage à état de lien qui sont des protocoles IGP. Parmi les protocoles de routage à état de lien que nous allons étudier, il y a le OSPF v2. Il y a aussi le is-is qui existe et il y a aussi le OSPF v3 et is-is pour IPv6. Ces deux-là, c'est pour IPv6. De l'autre côté, juste pour vous donner une idée, les protocoles EGP, comme je viens de le dire, ce sont des protocoles qui fonctionnent entre systèmes autonomes, c'est-à-dire qui assurent le routage intersystème autonome. Parmi ces protocoles, il y a un ancien protocole qui s'appelle EGP. Et puis, il y a le protocole le plus connu, c'est bien BGP, qui est le protocole utilisé par Internet. BGP qui veut dire Border Gateway Protocol. D'accord. Il y a les deux versions, V4 et V6. Alors, nous allons continuer. Donc la fois passée, on a parlé sur ça. Je ne vais pas revenir dessus. Vous avez l'enregistrement sur YouTube, le routage statique. C'est quoi le routage statique? À quoi il est utilisé? Très rapidement, il est utilisé surtout pour les réseaux à petite échelle et les réseaux d'extrémité. Nous avons défini tout ça. Et on a parlé sur ça aussi, je me rappelle bien. Et nous allons tout de suite parler des protocoles dynamiques. On va commencer par là. Donc, les protocoles de routage les protocoles de routage dynamique sont utilisés par les routeurs pour partager des informations sur. euh, alors, donc, on reprend les protocoles de routage dynamique sont utilisés par les routeurs pour partager des informations sur l'accessibilité et l'état des réseaux distants. C'est surtout ça, parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt d'un protocole de routage dynamique? C'est la possibilité de partager des informations de façon automatique entre les routeurs afin qu'ils puissent trouver les réseaux distants tout seuls. Voilà, c'est ça la différence. Dans le routage statique, c'est manuel, c'est vous, autant qu'administrateur, qui allez configurer et donner les routes. Dans le routage dynamique, vous faites une configuration initiale. C'est en fait, vous allez configurer quel est le protocole de routage à utiliser. Ensuite, les routeurs vont faire le travail tout seuls, de façon autonome. Donc, ils vont effectuer plusieurs tâches, notamment quelles sont les tâches? Il y a la détection des réseaux, la gestion des tables de routage, ça c'est très important. Donc, on va parler, la détection des réseaux, c'est quoi? C'est la capacité d'un protocole de routage à partager des informations concernant les réseaux qu'il connaît avec d'autres routeurs. Donc, comme vous avez certainement vu dans les sciences TP, quand vous configurez un routeur et que vous configurez ces interfaces et que vous les mettez à l'état app, donc
Le routeur va commencer par reconnaître les réseaux qui lui sont directement connectés et il va les insérer dans sa table de routage. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser ces informations qu'il a apprises à ses voisins. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire connaître aux voisins les réseaux qu'il connaît. Pourquoi? Parce que quand les routeurs voisins vont recevoir ces informations, ils vont pouvoir mettre à jour leur table de routage avec les informations reçues. C'est ça le but. Donc au lieu de configurer manuellement des routes statiques vers des réseaux distants, alors ce réseau distant, c'est un réseau qui n'est pas directement connecté. Voilà, c'est un réseau qui est un SO au plus. Donc au lieu de configurer manuellement des routes statiques vers des réseaux distants sur chaque routeur, un protocole de routage dynamique, il permet au routeur de recevoir automatiquement par le biais d'autres routeurs les informations nécessaires concernant ces réseaux. C'est ça le but d'un protocole de routage dynamique. Donc il va recevoir de façon automatique parce que les routeurs vont s'envoyer des informations entre eux, soit de façon périodique, comme nous allons voir avec le RIP, soit avec des mises à jour déclenchées, comme nous allons voir avec, par exemple, OSPF. Ces réseaux-là, ces réseaux ainsi que le meilleur chemin vers chacun d'eux, donc les réseaux distants, sont ajoutés à la table de routage du routeur et identifiés comme des réseaux détectés par un protocole de routage dynamique spécifique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la table de routage, vous allez trouver l'information sur le protocole de routage qui a découvert la route concernée. C'est pour ça qu'il y a un symbole au début de chaque route. Donc quand c'est directement connecté, c'est C par exemple. Quand c'est un protocole de routage découvert par RIP, c'est R. Quand c'est OSPF, c'est O, et ainsi de suite. Donc lors de la découverte du réseau, donc quand les routeurs vont s'échanger d'informations pour découvrir les réseaux distants, les routeurs vont échanger des routes et mettre à jour leur table de routage. Donc les routeurs vont converger. Alors ça, c'est un concept très important à retenir, ce qu'on appelle l'état de convergence. Donc c'est quoi l'état de convergence? C'est l'état qui fait que tous les routeurs ont découvert tous les réseaux distants. C'est-à-dire, c'est l'état qui fait que toutes les tables de routage au niveau de chaque routeur est complète. Est complète à ce moment-là avec les informations sur la topologie à jour. Donc à ce moment-là. Donc les routeurs, qu'est-ce qu'on va dire? Les routeurs vont converger après avoir terminé leur échange et mis à jour leur table de routage. Donc les routeurs gèrent alors les réseaux dans leur table de routage. Voilà. Alors on va avancer pour voir plus de détails. Donc la figure ci-dessous présente un scénario simple qui illustre la manière dont deux routeurs voisins échangent initialement des informations de routage. Alors, nous avons ici d'un côté le routeur R1 qui est connecté à deux réseaux. Comme vous pouvez le voir, il a deux réseaux qui lui sont directement connectés. La même chose du côté de R2. R2 aussi est connecté à deux routeurs. Et il est connecté aussi à Internet. Alors ici, R1 va dire « Bonjour, je suis R1. J'utilise le protocole EIGRP pour informer mes voisins que je peux accéder au réseau suivant. » Donc il va envoyer les informations qu'il connaît à propos de ces réseaux directement connectés. La même chose. Donc R2 va faire la même chose. Il va lui dire « Moi, je peux accéder au réseau suivant. » Donc celui-ci et celui-ci, ainsi que une passerelle par Internet. Voilà. Passerelle Internet. Donc, il est ASPR. Voilà. Maintenant, un routeur qui exécute un protocole de routage dynamique, il ne fournit pas seulement le meilleur chemin vers un réseau, parce que parmi les tâches les plus importantes qu'un routeur va faire, c'est de trouver le meilleur chemin vers les réseaux distants. Il détermine également un autre meilleur chemin si le chemin initial devient inutilisable. Donc, si par exemple, il y a un problème dans la topologie, il est extrêmement important dans un protocole de routage dynamique de traiter
ces cas, de ces cas exceptionnels, ces cas de problème. Donc, il ne suffit pas de découvrir les réseaux la première fois, mais il faut aussi une maintenance des routes. C'est-à-dire, s'il y a une route qui n'est pas accessible ou s'il y a un problème, il est très important de mettre à jour les informations. C'est pour cette raison que les protocoles de routage dynamique sont plus avantageux que les routes statiques. Pourquoi? Parce que dans les routes statiques, il n'y a pas de mise à jour automatique, vous le savez. S'il y a un problème et qu'il faut mettre à jour, donc l'administrateur et les personnes qui sont responsables de configurer les routeurs vont le faire pour tous les routeurs. Et ça, c'est une tâche fastidieuse, d'accord? Donc, car les routeurs ici utilisent les protocoles de routage dynamique, partagent automatiquement des informations de routage avec d'autres routeurs et prennent en compte toute modification de la topologie. Et ça, c'est important, regardez, sans nécessiter l'intervention de l'administrateur réseau. Et ça, c'est l'un des plus grands avantages des protocoles dynamiques, des protocoles de routage dynamique par rapport au routage statique. Alors, les routeurs Cisco peuvent prendre en charge divers protocoles de routage. Donc en fait, les routeurs sont en fait d'usine, ils sont configurés à l'intérieur avec plusieurs protocoles de routage connus, tels que par exemple EIGRP, qui est Enhanced Interior Gateway Protocol de Cisco. Il y a aussi le OSPF qu'on va étudier, qui veut dire Open Shortest Path First, le IS-IS, Intermediate System to Intermediate System, et par exemple le RIP, qui est l'un des premiers, si ce n'est pas le premier protocole de routage, qui est Routing Information Protocol, qu'on va étudier par la suite. Alors, la fonction des protocoles de routage dynamique inclut les éléments suivants. On va étudier les détails. Première chose, ils font la découverte des réseaux distants. Et ça, c'est une mission très importante. Ils actualisent des informations de routage, comme on vient de dire. Donc, s'il y a un changement de topologie, ici par exemple un routeur apprend une meilleure route vers une destination, il va la mettre à jour. Donc c'est très important d'actualiser et mettre à jour les tables de routage pour garder les meilleurs chemins. Et le but final, c'est d'optimiser les échanges dans un réseau. C'est ça en fait le but d'avoir les meilleurs chemins. C'est en fait améliorer et optimiser les échanges au niveau du réseau, que ce soit en termes de latence, donc les délais de transmission, que ce soit en termes de qualité de service, etc., etc. Et aussi, c'est très important d'avoir la capacité à trouver un meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible. C'est pour, ici, ce qu'on appelle la tolérance en panne. S'il y a une panne, il faut trouver un moyen de pallier ce problème pour pouvoir assurer la continuité de la disponibilité des routes. Donc, assurer la continuité de service, assurer la continuité de la transmission des données. Alors, les principaux composants des protocoles de routage dynamique incluent les éléments suivants. Maintenant, bien sûr, pour qu'un protocole de routage dynamique fonctionne, il lui faut des structures de données. Il lui faut un certain nombre de composants. Donc, parmi les composants essentiels pour la mise en œuvre d'un protocole de routage dynamique, il faut des structures de données. Donc, c'est quoi les structures de données? Donc, bon, on va lire et on va les citer. Pour fonctionner, des protocoles de routage utilisent généralement des tables ou des bases de données. Donc, tables de routage. Donc, quelles sont les structures, par exemple? Les tables de routage, table de base de données topologique, qui est utilisée par OSPF, table de contiguïté, table de voisinage, table FIB. Donc, toutes les structures de données qu'un routeur peut mémoriser dans sa mémoire pour pouvoir travailler. Donc, ces informations sont conservées dans la mémoire vive. Il faut aussi, alors, pour qu'un protocole marche et fonctionne, il faut des messages de protocole de routage, des messages qui font partie du protocole. Donc, des messages d'échange entre les routeurs. Et chaque protocole de routage
définit ses propres messages pour pouvoir fonctionner. Donc les protocoles de routage utilisent différents types de messages pour découvrir les routes voisins, donc échanger des informations de routage et effectuer d'autres tâches afin d'obtenir et de gérer des informations précises relatives au réseau. Donc il faut... Donc en fait, protocole c'est quoi? Protocole veut dire un moyen de communiquer, un moyen de trouver une entente. Donc pour ceci, pour cela, il faut des messages et des messages qui sont normalisés, qui sont utilisés par le protocole de routage, par tous les routeurs, pour qu'ils puissent se comprendre. Voilà. Et bien sûr, un élément qui est extrêmement important, il faut un algorithme. Donc un algorithme, c'est quoi? Un algorithme, vous savez ce que c'est la base de l'informatique. C'est une liste précise d'étapes qui permettent d'accomplir les tâches qui sont suivies par les routeurs. Donc les protocoles de routage utilisent des algorithmes pour faciliter l'échange d'informations de routage et pour déterminer les meilleurs chemins d'accès. Donc voici les ingrédients majeurs pour pouvoir assurer le fonctionnement d'un protocole de routage dynamique. Alors, l'un des principaux avantages des protocoles de routage dynamique est l'échange d'informations de routage entre les routeurs lors de la modification de topologie. Ça, on vient de le dire. C'est très important qu'il y ait une réactivité et une réaction à des problèmes qui peuvent survenir à tout moment. Et ces problèmes-là peuvent survenir pour plusieurs raisons. On peut par exemple, un câble peut être interrompu, peut être coupé, une interface configurée par erreur à down, il peut y avoir des collisions réseau, donc il y a un retard de délai et donc la transmission ne peut pas se faire. Il peut y avoir aussi l'ajout d'un nouvel équipement, l'ajout d'un nouveau routeur. Donc tous ces événements-là nécessitent une réaction et une mise à jour de la part des routeurs. Donc cet échange permet aux routeurs de découvrir automatiquement de nouveaux réseaux et également de trouver d'autres chemins en cas d'échec d'un lien vers un réseau actif. Ça c'est aussi important. Donc parce que en fait, en réalité, il peut y avoir plusieurs chemins vers la même destination à partir d'un routeur spécifique. Donc si par exemple le chemin le plus optimal qui était initial, qui était le meilleur chemin, est interrompu, le routeur pourra installer une autre route alternative, même si par exemple elle n'est pas aussi meilleure que l'ancienne, mais ça reste mieux que rien. Donc c'est très important que le routeur mette à jour les routes au niveau de ce table de routage. Par rapport au routage statique, les protocoles de routage dynamique requièrent une charge administrative moindre. Ça, c'est tout à fait logique. Donc, puisque les routeurs vont travailler de façon autonome et de façon décentralisée. Donc, c'est tout à fait normal et logique que c'est incomparable avec le routage statique. Donc, il n'y a pas une grande charge de travail sur l'administrateur réseau comme pour le routage statique. Toutefois, l'utilisation de protocoles de routage dynamique implique qu'une partie... Alors là, c'est très important aussi à connaître. L'utilisation des protocoles de routage dynamique implique qu'une partie des ressources d'un routeur est dédiée au fonctionnement du protocole. Pourquoi? Parce que comparé au routage statique, routage statique, c'est un routage naïf. C'est-à-dire que vous allez configurer les routes et le routeur ne va pas faire d'effort. Il va juste suivre. Il va suivre les configurations que vous lui donnez. Par contre, pour le routage dynamique, il y a des calculs qui vont se faire. Bon, il y a d'abord les échanges. Donc, il va activer des timers, il va activer en fait des temporisateurs pour pouvoir faire des échanges périodiques. Ça consomme des ressources, mais aussi il y a des calculs des meilleurs chemins. Et les calculs des meilleurs chemins, c'est des algorithmes.
Donc, et les algorithmes qui peuvent être très gourmands en termes de ressources, CPU, mémoire, etc. Donc ça, c'est l'un des inconvénients des protocoles dynamiques. Voilà. Donc en fait, les protocoles dynamiques, si on veut voir les choses comme ça, les protocoles de routage dynamique donnent un certain confort, mais ce confort-là a un prix à payer. Donc c'est les ressources matérielles. Donc malgré les avantages du routage dynamique, le routage statique a encore toute sa légitimité. Parce qu'attention, là, c'est une question très importante. Parce que si on vous pose la question, est-ce que le routage dynamique est mieux que le routage statique? La réponse, elle est ni oui, ni non. La réponse est, ça dépend. Ça dépend du cas d'utilisation, ça dépend en fait du besoin, ça dépend du nombre, en fait, de l'envergure, on va dire, de la taille du réseau concerné. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu pour pouvoir dire qu'un routage est mieux que l'autre, que dynamique est mieux que statique. Voilà. Et, plus important aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Parce euh, on peut avoir des protocoles de routage dynamique qui fonctionnent en même temps qu'un routage statique. On peut faire les deux à la fois sur un même routeur. Donc, malgré les avantages du routage dynamique, le routage statique a encore toute sa légitimité. Selon la situation, l'un conviendra mieux que l'autre. Le routage statique et le routage dynamique peuvent être configurés sur des réseaux moyennement complexes. Donc tout dépendra de la complexité des réseaux. Donc les réseaux combinent généralement, voilà, les réseaux combinent généralement le routage dynamique et le routage statique selon les situations et selon les besoins. Voilà. Alors maintenant, on va parler des principes fondamentaux des protocoles de routage. Donc là on va parler sur comment cela fonctionne. Lorsqu'un routeur est mis sous tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'un routeur est allumé, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Il ne dispose d'aucune information sur la topologie du réseau. Donc sa table de routage, elle est vide. Il ne sait même pas que des périphériques sont connectés à d'autres extrémités de ces liaisons. Les seules informations dont dispose un routeur sont celles de son propre fichier de configuration, qui est stocké dans la mémoire vive. Ça, c'est au départ. Maintenant, une fois amorcé avec succès, c'est-à-dire une fois démarré avec succès, une fois que le système d'exploitation et le routeur est fonctionnel, le routeur applique la configuration enregistrée. Donc s'il y a une configuration enregistrée, ou bien si vous allez configurer à ce moment-là. Donc si l'adressage IP est correctement configuré, ça c'est aussi important. Donc il faut bien sûr configurer les interfaces du routeur avec le même réseau avec lequel il est connecté. Le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter d'abord ses propres réseaux directement connectés et il va les insérer dans sa table de routage avec le symbole C. Le symbole C qui veut dire connected. La table de routage est mise à jour avec tous les réseaux directement connectés. Ça, c'est l'étape 1. Bien sûr, après avoir démarré le routeur. Maintenant, si un protocole de routage est configuré, l'étape suivante pour le routeur est de commencer à échanger des mises à jour de routage pour découvrir toutes les routes distantes. Donc ici, bien sûr, après avoir bien sûr configuré un protocole de votre choix, l'étape qui va suivre, c'est le commencement du fonctionnement du protocole. Donc ce qu'il va faire, c'est l'étape de la découverte. Donc pour découvrir, qu'est-ce que le routeur va faire? Il va échanger des informations avec ses voisins. Donc le routeur va envoyer, donc quand on dit routeur, ça veut dire que tous les routeurs vont faire la même chose. Hein. Tous les routeurs, de leur point de vue bien sûr, ici bien sûr ils sont configurés avec le même protocole de routage dynamique, ils vont faire exactement la même chose. Mais nous on s'intéresse à un fonctionnement d'un routeur. Quand on comprend le fonctionnement d'un routeur, ça veut dire qu'on peut le généraliser pour comprendre le fonctionnement de tout le réseau. Donc le routeur va envoyer un paquet de mise à jour à toutes les interfaces activées sur le routeur. La mise à jour contient les informations de la table de routage.
Donc le routeur envoie un paquet de mise à jour de toutes ces... Donc il va faire quoi? Il va envoyer les informations sur les réseaux qu'il connaît. Donc les réseaux qu'il connaît au départ, c'est les réseaux qui sont directement connectés. Donc la mise à jour contient des informations de la table de routage qui correspond actuellement à tous les réseaux qui lui sont directement connectés. Au départ, il connaît que ça. Au départ, il connaît que ça. Parallèlement, donc en même temps, le routeur va recevoir et il va traiter également les mises à jour provenant d'autres routeurs. Donc il va les traiter pour savoir quelle route il va mettre dans sa table de routage, quelle route il va ignorer, etc., etc. Après cela, le réseau va converger, comme nous avons dit ça tout à l'heure, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Le réseau va converger lorsque tous les routeurs disposent d'informations complètes et précises sur le réseau. C'est ce qu'on appelle en fait l'état de convergence. Normalement, dans les slides suivants, je pense qu'il y a peut-être des schémas ou des exemples, ils allaient mieux comprendre. Alors, la propriété de convergence, c'est quoi? La propriété de convergence inclut la vitesse de propagation des informations de routage. Donc, plus, bien sûr, ça c'est logique, plus les informations reçues, plus on reçoit les informations rapidement, plus les routeurs vont faire les calculs rapidement, et plus on atteint l'état de convergence rapidement. Donc, c'est une relation de causalité logique. Donc la vitesse de propagation désigne le temps nécessaire au routeur du réseau pour transférer les informations de routage. La propriété de convergence inclut, donc ça je pense que c'est une répétition, c'est la même chose, hein, c'est écrit la même chose. Alors, en général, les protocoles plus anciens, tels que RIP, convergent lentement. Par la suite, on va dire pourquoi, quand on va étudier RIP. Ils convergent lentement, pourquoi? Je peux vous le dire maintenant, mais par la suite, vous allez le revoir. Pourquoi? Parce que les RIP envoie des mises à jour périodiques, quel que soit l'état du réseau. Ça veut dire qu'il y ait un problème ou pas, il va toujours, un routeur configuré sur RIP, va toujours envoyer sa table de routage. Toujours. Et ça consomme des ressources et ça retarde la propagation, la vitesse de de propagation des informations. Et aussi, il y a une information importante. Un routeur sur RIP, il a une vision locale. Et un routeur sur OSPF, il a une vision globale ou locale selon est-ce que c'est zone ou par zone. Ça, on va voir par la suite. Tandis que les protocoles modernes, tels que les protocoles EIGRP et OSPF, convergent plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mise à jour périodique comme pour RIP, mais aussi chaque routeur à son niveau va faire le calcul de façon totalement décentralisée et totalement indépendante des autres routeurs. Ils vont faire le calcul des meilleurs chemins tout seuls. C'est ça l'avantage majeur de OSPF et EIGRP par exemple. Alors, les protocoles, on va parler des types de routage. Les protocoles de routage peuvent être classés dans différents groupes selon leurs caractéristiques. Plus précisément, les protocoles de routage peuvent être classés en fonction de leur quoi? En fonction de leur objectif. Donc, en fait, nous avons donné un schéma tout à l'heure qui résume ça, mais là, on va en parler en détail. Selon leur objectif, ça veut dire quoi? Par exemple, ici, est-ce que c'est un protocole qui fonctionne à l'intérieur d'un seul système autonome? Donc, si c'est un seul système autonome, on dit que c'est un protocole intérieur, Interior Gateway Protocol, donc IGP. Ou bien, est-ce qu'il est extérieur? C'est-à-dire, est-ce que son but, c'est d'acheminer des données à un autre système autonome? Aussi, on peut les classifier selon le fonctionnement. Est-ce que c'est par vecteur de distance? Est-ce que c'est par état de lien? On va voir par la suite c'est quoi. Est-ce que c'est les deux? Etc. Parce qu'il peut y avoir des protocoles hybrides. Et le comportement, c'est-à-dire est-ce que c'est par classe ancien, par exemple? Ça veut dire quoi par classe? Ça veut dire que les protocoles de routage n'envoient pas de masques de sous-réseau et les masques sont déduits à partir du premier octet, donc l'octet le plus fort qui est à gauche. Et les classes, il se base sur les classes anciennes, les classes connues, classe B, classe C, on en a parlé au début. Ou bien est-ce qu'il est sans classe, comme pour RIP v2 et OSPF. Alors ça, c'est un schéma
qui résume encore une fois, de façon très claire cette fois-ci, la catégorisation, la classification des protocoles de routage. Donc regardez, les protocoles de routage dynamique peuvent être classés en deux familles. Donc les protocoles IGP, Interior Gateway Protocol, et les protocoles IGP. Donc parmi les protocoles IGP, nous avons aussi deux classes. Les protocoles de routage à vecteur de distance. Ils ont leur propre façon de fonctionner. On va voir ça par la suite. Parmi les protocoles de routage à vecteur de distance, on a le RIP v1 qui est connu, puis sa version améliorée RIP v2, IGRP de Cisco et sa version améliorée EIGRP. Les protocoles de routage à état de lien qui sont aussi des protocoles IGP. On peut retrouver aussi OSPF qu'on va étudier et IS. Voilà, donc ça c'est des détails par rapport à ces protocoles-là. Donc par exemple, les protocoles de routage IPv4 sont classés comme suit. Donc ça c'est des exemples, mais il y en a d'autres. Ça, RIP v1 le plus ancien, travaille avec le principe de vecteur de distance. UIGRP aussi est ancien. Il travaille aussi avec le vecteur de distance. Il est abandonné depuis l'iOS 12.2, donc et les versions ultérieures. Il n'est plus utilisé, donc ce protocole. D'accord. On a le protocole RIP v2, qui est un protocole IGP, qui est la version améliorée de RIP v1, qui apporte quelques améliorations qu'on va voir quand on va aborder ce protocole. Donc il travaille avec le principe de vecteur de distance, et c'est un protocole sans classe, c'est-à-dire que les routeurs envoient les masques de sous-réseau, et puis c'est des protocoles qui supportent le VLSM. Parce que j'ai oublié de mentionner ce détail, les protocoles par classe ne supportent pas le VLSM parce que ils ne respectent pas ce que veut dire la longueur de masque variable. Ils ont des masques connus. Des masques connus selon les classes. Ça peut être /8, /16, /24, voilà. Ils ne peuvent pas y avoir, ils ne reconnaissent pas les masques variables tels que /22, /25, /26. Et c'est pour cela qu'on dit qu'ils ne supportent pas, c'est-à-dire qu'ils they don't support, ils ne sont pas compatibles avec le VLSM. Voilà. Il y a aussi le EIGRP, donc c'est la version améliorée de IGP, la version améliorée de IGRP, donc qui est développée par Cisco. L'OSPF aussi, c'est un protocole IGP, donc intérieur, qui fonctionne avec état de lien, qui est aussi sans classe. D'accord. Donc les protocoles qui sont modernes, donc ceux qui sont venus après RIP v1 et IGRP sont des protocoles sans classe. Donc on peut utiliser le VLSM avec ces protocoles-là sans problème. Ça fonctionne sans souci. Voilà. Parfait. Maintenant, on va parler d'un concept qu'on a cité tout à l'heure, qui est un concept important. On a parlé sur le système autonome. On a mentionné ça quand on a parlé sur les protocoles de routage EGP. Donc, c'est quoi un système autonome? Donc, un système autonome, c'est quoi? C'est un ensemble, regardez ici, de routeurs au sein d'une administration commune, telle qu'une société, une organisation. Donc, par exemple, en Algérie, nous avons plusieurs systèmes autonomes. Donc, par exemple, les opérateurs téléphoniques, ils ont leur propre système autonome. Donc, un système autonome est appelé aussi domaine de routage. Des exemples typiques de systèmes autonomes sont les réseaux internes d'une entreprise, le réseau d'un fournisseur d'accès Internet, etc. Donc, un système autonome, il est défini et il a un identifiant. Et tous les routeurs qui font partie de ce même système autonome ont le même identifiant. Donc, ils savent qu'ils font partie, tous les routeurs savent qu'ils font partie du même système autonome. Donc, ce schéma-là, il vous donne un aperçu sur les différents systèmes autonomes qui peuvent communiquer entre eux et qui peuvent s'échanger et on peut assurer un routage entre eux. Donc, regardez, par exemple, ça, c'est le premier système autonome. Donc, à l'intérieur de ce système-là, nous avons le protocole EIGRP qui fonctionne. Donc, ça, c'est un protocole IGP. Donc, les routeurs qui sont à l'intérieur, ils sont configurés sur le protocole EIGRP.
et communiquent entre eux. Et puis, de l'autre côté, nous avons un autre système autonome qui est ça par exemple, c'est un Internet Service Provider. Ça, c'est un fournisseur d'accès Internet qui fonctionne. Donc, à l'intérieur de ce système-là, il a le protocole is. Et regardez ici, entre ces deux systèmes-là, il y a un routage externe qui est BGP. Donc, là, qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre qu'à l'intérieur du même système autonome, c'est le protocole IGP qui fonctionne. IGP ou bien... Enfin, il peut y avoir un seul ou plusieurs, dépendamment des configurations des routeurs. C'est les protocoles IGP qui fonctionnent. Mais s'il y a un besoin de sortir du système autonome, donc on va solliciter un protocole de routage EGP, Exterior Gateway Protocol. Donc Internet repose sur le concept du système autonome. En fait, Internet, c'est quoi? Internet, c'est tout simplement un ensemble de systèmes autonomes qui sont reliés entre eux. Voilà. Et là, on peut penser en fait qu'il y a énormément de systèmes autonomes dans le monde, mais en réalité, il n'y a pas tant que ça, les systèmes autonomes dans le monde, hein, parce que j'ai eu la curiosité de chercher ça. Donc, je vais vous le dire pour vous donner l'information. Donc, je pense que c'est une... Alors, on va continuer ici. Donc, des exemples typiques des réseaux, c'est, comme nous avons dit, c'est des réseaux internes d'une entreprise, le réseau d'un fournisseur d'accès, etc., etc. Donc, Internet repose sur le concept du SA. Donc, par conséquent, deux types de protocoles de routage sont nécessaires. IGP qui fonctionne dans un même système autonome, on va dire routage qui assure un routage intra-système autonome, et puis EGP qui assure un routage inter-système autonome. Et regardez ici, on peut aussi utiliser un routage statique. On peut configurer un routage statique au besoin, même entre deux systèmes autonomes. Vous voyez, donc il peut y avoir plusieurs combinaisons selon les besoins. Alors, le routage dynamique, on continue toujours avec les détails. Donc, les protocoles IGP, c'est quoi? Donc, alors, ce slide-là, il va résumer ce que j'étais en train de dire. Alors, donc, les protocoles IGP, ils sont utilisés pour le routage au sein d'un même système autonome. Donc, on va dire intra-système autonome. Les entreprises, les organisations et même les fournisseurs de services utilisent un protocole IGP sur le propre réseau interne. D'accord. Les protocoles IGP incluent, on les a vus tout à l'heure, on a cité quelques exemples, RIP, EGRP, OSPF, IS, etc. Et puis on a les protocoles EGP. Les protocoles EGP, donc utilisés pour le routage entre des systèmes autonomes, est également appelé routage inter-système autonome, donc qui est entre systèmes autonomes. Donc les fournisseurs de services et les grandes entreprises peuvent être interconnectés au moyen d'un protocole EGP. Donc comme on vient de voir sur les schémas sur le slide précédent. Donc il peut y avoir plusieurs entreprises qui peuvent communiquer entre elles en utilisant un protocole EGP. Donc le protocole BGP est le seul. Bon, cette information est à prendre avec des pincettes, parce que quand même, c'est des informations qui sont pas à jour. Mais d'après ces informations-là, quand on a mis à jour ce support, le protocole BGP est le seul protocole EGP actuellement viable et le protocole de routage officiel utilisé par Internet. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours utilisé. Puisque le protocole BGP est le seul protocole EGP disponible, le terme EGP est rarement utilisé. Alors, le terme EGP... Attention, pour ne pas faire une confusion, EGP, c'est le nom de la classe, le nom de classe des protocoles de routage. Parce qu'il y a deux grandes classes. IGP qui veut dire interne, Interior Gateway Protocol, EGP qui veut dire externe.
Mais BGP, c'est le nom du protocole. BGP, c'est le nom du protocole qui fait partie de la classe des protocoles EGP. Donc, puisque le protocole BGP est le seul protocole EGP disponible, donc le terme EGP est rarement utilisé et au lieu de cela, la plupart des ingénieurs font simplement référence à BGP. BGP pour dire que c'est le protocole utilisé qui est lui-même un EGP. Voilà en fait. Alors maintenant, on va parler du concept de vecteur de distance. Donc nous avons cité ça tout à l'heure dans la classification des protocoles de routage IGP, d'accord? Et nous avions dit que les protocoles de routage tels que RIP fonctionnent avec cette politique. Et on va parler sur cette politique. Donc c'est quoi un vecteur de distance? Donc le vecteur de distance, c'est quoi? Il signifie que les routes sont annoncées grâce à deux caractéristiques. Donc les routes annoncées par les routeurs qui s'échangent les informations entre eux. Donc la distance, il y a le terme distance, d'accord? C'est quoi la distance en fait? La distance, elle identifie la distance par rapport au réseau de destination. Et elle est basée sur une métrique. La métrique, c'est quoi? La métrique, c'est un concept qui, en fait, donne une information sur le coût de la route. Donc, la métrique, elle peut être quoi? Elle peut être le nombre de sauts. Elle peut être aussi le terme coût qu'on utilise pour OSPF, par exemple. Elle peut être aussi la bande passante, le délai, etc. La métrique, c'est quoi? C'est le concept sur lequel on se base pour dire qu'une route, elle est bien ou pas. Pour dire que cette route, elle est intéressante ou non. Donc, la distance, elle se base sur la métrique. Donc, c'est la distance par rapport au réseau de destination. Et puis, il y a le terme vecteur. Vecteur veut dire quoi ici, dans notre contexte? Le vecteur, il indique la direction de l'interface du routeur du tronçon suivant. Alors, on va prendre un exemple ici pour bien comprendre, hein. Et là, vous allez comprendre. Par exemple, dans cette figure-là, nous avons deux routeurs. On a R1 d'un côté et on a R2. Dans la figure ci-dessus, R1 sait que la distance pour atteindre ce réseau-là, donc ce réseau-là qui est derrière R2, d'accord? Il est à droite de R2. Il sait que la distance est de 1 saut. Donc 1 saut, ça veut dire qu'il doit passer par R2. Donc il va compter R2. Donc la distance c'est 1. Et la direction ici c'est quoi? La direction c'est l'interface qu'il va solliciter pour faire sortir les données. Donc quelle est ici l'interface qu'il va solliciter pour faire sortir les données en direction de ce réseau-là? C'est cette interface-là. S000. Donc, highlight la direction. Donc, là, le vecteur. Voilà. La distance ici, c'est 1. Et le vecteur, c'est l'interface S000. Donc, ce qui est la direction. Voilà. Remarque ici, en fait, en théorie, on peut dire deux sauts. Par exemple, ici, parce que sur le plan pratique, si vous allez consulter la table de routage, vous faites Show AP Route. Donc, si vous avez bien sûr RIP configuré ou bien même OSPF ou n'importe quel protocole de routage qui utilise le concept, pas OSPF, les protocoles de routage qui utilisent le concept de saut, vous allez trouver 1 parce qu'il passe par un seul saut. Si c'est un réseau qui est directement connecté, vous allez trouver 0. D'accord? Il n'y a pas de coût. 0. Il n'y a pas de saut. Mais en théorie, quand on fait des exercices et quand on résout nos examens, on peut compter le routeur lui-même. Donc c'est un petit peu comme l'histoire, si vous vous rappelez, du vecteur en algorithmique. L'indice commence par 0 et en algorithmique, il commence par 1.
Donc c'est juste une question de référence, hein, voilà. Donc on peut compter, en théorie, quand on fait les exercices, on peut compter le routeur lui-même comme étant un saut. Voilà. Un routeur utilisant un protocole de routage à vecteur de distance ne connaît pas le chemin complet vers un réseau de destination. Il ne connaît pas, hein, le chemin complet. Là, ça c'est important à connaître. C'est très important à retenir ces informations. Il ne connaît pas le chemin complet. Il a seulement l'information, c'est-à-dire il a le nombre de sauts à, à, à suivre pour atteindre la destination. Il n'a pas une vision sur les différentes routes. Il n'a pas une vision sur la topologie. On dit qu'il a une vision locale. Donc les protocoles de routage à vecteur de distance utilisent le routeur comme poteau indicateur le long du chemin, et ceci jusqu'à la destination finale. On va voir ça avec un... Je pense qu'il y a un slide qui va expliquer ça. Les protocoles à vecteur de distance utilisent, ça on vient de le dire, la seule information dont dispose un routeur à propos d'un réseau distant est la distance ou la métrique d'éloignement de ce réseau et le chemin ou l'interface à utiliser pour y accéder. Il y a seulement cette information. Les protocoles de routage à vecteur de distance ne disposent pas d'une véritable carte de la topologie du réseau. Ah voilà, donc il y a le terme carte topologie. C'est quoi la carte topologie? La carte topologique ou bien la base de données topologique, en fait, ce sont tous les liens qu'il y a au niveau de notre topologie. Donc la carte topologique, c'est quoi? C'est comme, vous pouvez le visualiser comme un graphe. Donc il y a le routeur 1, routeur 3, routeur 1, et puis il y a les liens entre les routeurs. Donc un routeur qui a une vision sur la topologie, il connaît les liens. Il sait par exemple que un lien avec ces caractéristiques-là relie R1 et R2. Il relie R2 et R3, etc. Donc il a une vision. Donc ça, pour les protocoles de routage à vecteur de distance, ils n'ont pas cette vision. Ils n'ont pas cette vision. Cette vision, elle est dédiée au protocole de routage qui fonctionne avec le principe d'état de lien. Et justement, on va en parler. On va parler sur le concept d'état de lien avec ce slide. Donc, maintenant, juste pour résumer. Donc, c'est quoi vecteur de distance? Vecteur de distance contient deux concepts. Distance, qui veut dire la distance qui sépare un routeur de la destination. Elle peut être le nombre de sauts, comme pour RIP. Et puis, vecteur, qui veut dire la direction, qui veut dire l'interface par laquelle les données vont transiter pour aller vers la destination. Maintenant, on va parler sur l'état de lien. Et ça, c'est intéressant. Donc, à la différence d'un protocole de routage à vecteur de distance, un routeur configuré avec un protocole de routage à état de lien, il peut créer une vue complète. Et par la suite, on va voir ça. Ou une topologie du réseau en récupérant les informations provenant de tous les autres routeurs. Ça veut dire que, ici, un routeur qui fonctionne avec cette politique, il va connaître l'état des liens de toute la topologie dans laquelle il est. Donc les routeurs compatibles RIP, alors ça c'est pour donner une différence, une comparaison entre les deux. Les routeurs compatibles RIP envoient des mises à jour régulières de leur information de routage à leurs voisins. Ils envoient, regardez, une mise à jour régulière. Donc ce terme-là, il est important. Les protocoles de routage à état de lien n'utilisent pas de mise à jour régulière. Voici la différence. Les protocoles vecteurs de distance comme RIP, ils envoient des mises à jour régulières. Les protocoles à état de lien n'utilisent pas de mise à jour régulière. Une fois que le réseau a convergé, donc l'état de convergence, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure. C'est lorsque toutes les tables de routage sont à jour. Une mise à jour d'état de lien est envoyée uniquement en cas de modification de la topologie. Donc voici toute la différence qu'il y a entre un protocole fonctionnant sous la politique vecteur de distance et un autre qui fonctionne sous la politique état de lien. Dans les vecteurs de distance, les mises à jour sont régulières. Même s'il y a un souci dans le réseau, c'est régulier. Même s'il n'y a pas de souci, on envoie quand même la mise à jour, c'est-à-dire les informations du routage, même si tout va bien. Par contre, avec les protocoles de routage à état de lien, et regardez, ça c'est en gras, les mises à jour
sont envoyés uniquement en cas de la modification de la topologie. Et ça optimise en fait l'état de convergence. Donc les protocoles à état de lien sont tout particulièrement adaptés dans les situations suivantes. Alors quand est-ce qu'on en a besoin? Donc lorsque le réseau est conçu de manière hiérarchique, ça veut dire quoi hiérarchique? Ça veut dire on a des niveaux. Donc c'est ça une hiérarchie. Une hiérarchie, maintenant, on a des niveaux. Il s'agit généralement de grands réseaux. Soit aussi pour les réseaux pour lesquels une convergence rapide est primordiale. Si on a besoin que la convergence elle soit rapide, on utilise un protocole à état de lien. Parce que on va pousser les routeurs à faire le calcul tout seul. Et donc, ça va accélérer l'état de convergence. Et puis, l'administrateur ayant une bonne connaissance du protocole de routage à état de lien est implémenté. Donc, il faut quand même une certaine bonne connaissance sur l'utilisation des protocoles à état de lien. Alors, exemple, on peut citer ces exemples-là. Donc, deux protocoles IGP à état de lien IPv4. On a le OSPF qu'on va étudier durant les prochains cours. Et on a aussi le is qui est aussi connu, qui est courant, est utilisé par les réseaux de fournisseurs. Maintenant, on va parler sur le concept de routage par classe. Parce que nous avons cité ça tout à l'heure. On avait dit que les protocoles peuvent être classés selon leur objectif. Donc, objectif, on a cité quoi? On a cité inter-SA, intra-système autonome et inter-système autonome. On peut les classer aussi selon la politique, est-ce que vecteur de distance, est-ce que état de lien. Et là, on peut aussi les classer par classe ou non. Donc, la distinction la plus notable entre les protocoles de routage par classe et son classe est que les protocoles de routage par classe n'envoient pas d'informations de masque de sous-réseau, ça je l'ai dit, dans leur mise à jour de routage. Les protocoles de routage sans classe incluent les masques des sous-réseaux dans les mises à jour de routage. Donc les deux protocoles de routage IPv4 développés à l'origine étaient RIP-v1, donc le tout premier, les plus anciens, et IGRP. Ils ont été créés, regardez, lorsque les adresses réseau ont été attribuées en fonction des classes, c'est-à-dire les classes A, B et C, ce qu'on avait vu durant le rappel. À cette époque-là, un protocole de routage n'avait pas besoin d'inclure le masque de sous-réseau dans la mise à jour de routage, parce que le masque de réseau pouvait être déterminé en fonction du premier octet de l'adresse réseau. Ça, on en a parlé aussi. On avait dit en fait que la classe, elle est déterminée selon l'octet le plus fort, c'est-à-dire celui qui est à gauche, d'accord, le plus à gauche, le premier octet. Il donne l'information sur la classe. Donc, si vous vous en souvenez, classe A, ça part de 00 jusqu'à 127. Classe B de 128 jusqu'à, si je me rappelle bien, 172, un truc comme ça. Classe C de 172 jusqu'à 191, un truc comme ça. Voilà. Donc, les adresses sont regroupées par classe. Donc, il n'y a pas besoin d'envoyer les masques de sous-réseau parce que le routeur peut tout simplement consulter le premier octet et comparer l'adresse réseau avec les intervalles qu'il connaît, les intervalles des classes. Et il détermine tout simplement la classe. C'est-à-dire, quand il détermine la classe, il détermine son masque. Classe A, c'est /8. Donc, c'est 255.0.0.0. Classe B, c'est /16. 255.255 et ainsi de suite. Voilà. Alors, les protocoles de routage par classe. Donc, le fait que les protocoles RIP-v1 et IGRP n'incluent pas les informations de masque de sous-réseau dans leur mise à jour signifie qu'ils ne peuvent pas, regardez, ça c'est important, signifie qu'ils ne peuvent pas fournir de masque de sous-réseau de longueur variable. Donc, on ne peut pas utiliser le VLSM. Donc, il y aurait des erreurs de routage. Parce qu'un routeur qui ne connaît pas un masque, il ne pourra pas déterminer l'adresse de destination. Donc, les protocoles de routage par classe créent également des problèmes sur des réseaux discontinus. Alors, c'est quoi un réseau discontinu? Donc, il y a d'abord le manque de support de VLSM, mais aussi il y a un problème avec les réseaux discontinus. Donc, un réseau discontinu, c'est quoi?
c'est lorsque des sous-réseaux de la même adresse d'un réseau principal par classe sont séparés par une adresse, par une classe différente. Regardez cet exemple, vous allez comprendre. Regardez ici. Nous avons ici un réseau 172.16.1.0. Ça, il appartient à une classe. Et ici, juste après, il y a un réseau qui est totalement différent, qui appartient à une autre classe. Et juste après, il y a le même réseau qui fait partie de la même classe. Donc, nous avons quoi? Nous avons les réseaux 192.161.1 et 192.161.2. Ils sont en train de discontinuer les réseaux 172.16.1 et les réseaux 172.16.2 qui font partie de la même classe, qui font partie des mêmes classes. Donc, on dit que ce réseau-là a été discontinu. Voilà ce que ça veut dire, discontinu. Et donc, quand on a des protocoles de routage par classe, ici, sur le routeur R1 par exemple, quand il reçoit l'information de la part d'un équipement ici, ben, il pourra pas tout simplement transmettre la donnée parce qu'il y a un réseau ici qui est discontinu. Ça, c'est un souci avec les protocoles de routage par classe. Voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va continuer, Inch'Allah, le jeudi avec le reste des informations. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations qui restent à propos des fonctionnements des protocoles de routage et on commencera le protocole RIP. Après, il nous restera le protocole OSPF. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.